Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo de Lettres de duelliste. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces vidéos, mais je sais qu'elles plaisent à un certain public et moi elles me plaisent particulièrement car j'aime beaucoup me mettre dans la tête de ces hommes qui risquaient parfois leur vie pour des affaires d'honneur et je trouve ça très intéressant de savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient sur le terrain. Avant de débuter la lecture, je vais vous rappeler les 4 questions que notre journaliste pose en lettres ouvertes aux duellistes. La première question, que pensez-vous du duel au point de vue de la morale et des conventions sociales? Doit-on se battre? La deuxième, quels conseils donneriez-vous à un ami la veille d'une rencontre? La troisième, quelles sont les impressions que vous avez éprouvées sur le terrain? Et 4, avez-vous dans vos souvenirs une anecdote, un fait caractéristique se rapportant au duel? Et c'est dans le monde de la plume et aussi dans celui du crayon que nous allons cette fois-ci chercher des réponses à nos questions. Nous commencerons par monsieur Edmond Lepelletier, député de Paris, dont chacun connaît les brillantes chroniques, les romans étincelants et aussi les nombreux duels. Mon cher confrère, vous me demandez mon avis sur le duel. C'est un sujet que je connais assez pour l'avoir traité à diverses reprises dans la presse, à la suite de rencontres retentissantes ou tragiques. Et c'est aussi pour avoir, par moi-même, expérimenté la matière. J'ai eu à remplir l'office de témoin dans de très nombreuses rencontres et je me suis battu 17 fois, dont 2 fois au pistolet. J'ai été blessé à la cuisse et j'ai passé 2 mois au lit. À votre première question, voici ma réponse. Au point de vue philosophique, le duel est condamnable. Il offre un aléa qui est souvent injuste. Le bon droit n'est nullement assuré de triompher sur le terrain. Au point de vue social, le duel est au contraire un usage défendable. D'abord, c'est un usage circonscrit. La coutume remonte au temps où l'on portait l'épée. Dans certaines classes, le duel a une consécration atavique. Il paraît inadmissible et même ridicule entre personnes de certains milieux. On n'admet pas bien 2 compagnons maçons ou même 2 garçons de boutique s'étant insultés ou par rivalité amoureuse, dérangeant 4 collègues ou camarades, se munissant de tout ce qu'il faut pour un duel et se rendant à la grande jatte. 2 très honnêtes gens, de braves gens comme on dit, appartenant à l'industrie, au commerce, à une administration, n'auraient jamais l'idée pour une vengeance à la suite d'une querelle de s'envoyer des témoins. Cependant, tout en étant pour ainsi dire une tradition spéciale et presque un privilège pour certaines classes sociales, le duel se démocratise et est, par ce côté, populaire, égalitaire, en ce qu'il est maintenu et dans certaines circonstances imposé entre soldats, entre gens portant des armes. Donc, pour résumer à votre première question, mon opinion est la suivante. Au nom de la justice, au nom de la morale, au nom de l'humanité, il convient de blâmer le duel, d'en diminuer l'impulsion, de le raréfier. Mais, dans l'état social actuel, on ne peut déclarer absolument que le duel doit être interdit, ni affirmer qu'en toute occasion on doit refuser de recourir à la voie des armes pour terminer un différend ou venger un outrage. Dans certains cas et pour certaines classes de la société, militaires, hommes de sport, journalistes, hommes politiques, clubmen, il est presque impossible à un homme, ayant des conditions d'âge et de santé ordinaires, de refuser une rencontre sans être couvert par l'intervention d'arbitres. Il lui est même difficile dans certains cas de ne pas envoyer de témoins. Pour les outrages d'ordre privé, la sanction des tribunaux est à la fois scandaleuse et indifférente, et la solution par le duel est aléatoire et selon le cas excessive ou insuffisante. C'est une appréciation de milieu, de tempérament, de caractère qui doit décider si l'on doit recourir au duel dans ce douloureux état. En matière de presse et de polémiques violentes, le duel est d'un usage à peu près général. Comme dans les disputes parlementaires, le duel a, entre journalistes, l'avantage de ne pas éterniser les violences de plume et de rendre circonspectes les attaques qui souvent seraient intolérables et pourraient provoquer à des meurtres. Le duel est un frein dans la presse et au Parlement. De même, en certaines matières mondaines, il maintient la politesse et empêche, par la crainte du bruit des suites d'une affaire, des personnages arrogants et querelleurs de troubler les fêtes, de molester le prochain, de manquer de respect aux femmes. Contrairement à l'opinion de plusieurs écrivains ayant discuté sur le duel, j'estime que lorsque l'outrage est considérable, lorsqu'il touche aux sentiments les plus profonds, l'on peut s'en tenir aux moyens légaux de réparation et de châtiment, le duel étant surtout admissible pour les cas où l'intervention de la justice ordinaire serait ou dérisoire ou incertaine, ou produisant un scandale aggravant l'outrage. Le duel est donc une fatalité sociale, mais une fatalité relative, ne sévissant que dans certains rangs sociaux et dans des conditions occasionnelles et pour ainsi dire limitées par les usages, par les précédents. À votre seconde question, quel conseil donneriez-vous à un ami la veille d'une rencontre? Je réponds, ne point faire d'armes, se coucher de bonne heure après avoir pris un bain très chaud,
aller sur le terrain presque à jeun, se battre vers 11 h du matin. Si l'on est croyant, faire brûler le cierge traditionnel ou recevoir une médaille protectrice. Si l'on n'a pas la foi, se dire qu'on ne meurt qu'une fois, mais que cette fois-là n'est pas venue. Être persuadé qu'on reviendra sain et sauf du terrain est la meilleure préparation. Pour votre troisième question, sur le terrain, mes impressions ont été simples. Je tâchais de bien suivre les mouvements de mon adversaire et je cherchais à éviter de recevoir des coups dans la tête à cause des yeux. Le reste m'importait peu. J'ai eu aussi une ou deux fois un léger frisson au moment où je sentais la pointe pénétrer dans la chair molle de mon adversaire. La sensation était bizarre, une sorte de répugnance, comme si l'on touchait un objet désagréable. Sensation réflexe, irraisonnée. J'attribue à cette sorte de mouvement rétractile, que d'autres ont dû éprouver comme moi, le peu de profondeur qu'ont généralement les blessures d'épée. On répugne à enfoncer et le poignet fait un mouvement de retrait comme lorsqu'on simule un coup de poing. Comme anecdote, j'en ai certainement plusieurs à citer, je me bornerai comme preuve de la proposition énoncée plus haut que le duel est d'un usage restreint, circonscrit dans certaines conditions sociales, pour ainsi dire interdit à des catégories de personnes, à ces deux faits. Il y a une dizaine d'années, dans un wagon de l'Ouest, j'eus une altercation avec un grossier personnage qui, entre autres aménités, avait jeté à terre des petits paniers et des bibelots d'enfants revenant des bains de mer. Ce butor ne parlait que de correction, de couper les oreilles, etc. Il y eut un échange de cartes. Il ne serait que quelques jours à Paris et était descendu à l'hôtel. Les pourparlers avec mes témoins durèrent 8 jours. Le butor ne trouvait pas de témoins ou ceux qu'il consultait lui donnaient tort. C'était un officier ministériel d'une grande ville de l'Ouest. Le président d'une chambre de Paris, qu'il finit par saisir de l'affaire, lui intima de m'écrire une lettre contenant des excuses dont la platitude ne laissait rien à désirer. La rencontre n'eut pas lieu. Le gros officier ministériel consulté avait déclaré formellement et sévèrement « Maître Machin ne se bat pas en duel ». Et remarquez que beaucoup d'officiers ministériels fréquentent les salles d'armes. Quelques-uns sont très bons tireurs, presque tous sont adroits chasseurs. Ma deuxième anecdote, c'est mon ami le baron Antoine d'Espeleta qui me l'a conté. Il servait un jour de témoin à un peintre de ses amis qui avait eu une querelle au théâtre avec un voisin de Stahl. Celui-ci, gros entrepreneur de maçonnerie, reçut les témoins, mais ajouta qu'il ne trouvait pas de sa dignité d'aller sur le terrain avec un artiste, un bohème, un individu qui n'était pas dans le beau teint. Excusez mon cher confrère la longueur de cette lettre et puisez dans ces lignes ce que vous jugerez intéressant pour votre consultation. Avec l'expression de mes sentiments très distingués, le Pelletier. Écoutons maintenant Monsieur Adolphe Possien qui a pris dans la presse parisienne politique une place véhémente et marquée que personne ne songe à lui enlever, car il a bec et ongle pour la défendre. Il a eu de nombreux duels. Si ma mémoire me sert bien, c'est à une vingtaine environ qu'il faut porter le chiffre de ses rencontres. Ce polémiste m'écrit « Le duel est une institution sociale nécessaire. Il serait à créer s'il n'existait. Il est à encourager en entourant sa pratique de toutes les plus hautes garanties de moralité. Il est un frein naturel contre les sots et les lâches. Il évite le répugnant contact des tribunaux correctionnels. Il sert de sélection entre les honnêtes gens et les autres. Il rapproche sans distinction de parti tous les hommes qui ont de l'honneur un sens développé. Il est une bannière contre la médisance et la calomnie. Il est la sécurité des consciences sans reproche qui envisagent toutes les éventualités de la vie comme un combat perpétuel et qui s'entraînent à cette lutte quotidienne comme pour un assaut public. Il donne à celui qui, toujours dans les cas difficiles, place son honneur entre les mains de deux amis, un sentiment peut-être exagéré mais assurément complet de sa dignité. Il force souvent l'estime entre adversaires qui, sans son usage, resteraient d'inconciliables ennemis. Il forme enfin des caractères. Pour toutes ces raisons, le duel est moral à la condition unique de ne point amener des hommes à se battre pour des futilités. Le duel étant une chose sacrée, doit toujours être considéré comme un acte grave et important de la vie. C'est pourquoi il convient d'en respecter les règlements et d'en scrupuleusement observer les usages aussi surannés qu'ils puissent paraître. L'excès même de courtoisie qui préside aux préliminaires d'une rencontre et qui ne fait sourire que les imbéciles est à conserver précieusement. Cette politesse marque la ligne de démarcation qui sépare le duel du pugilat. J'estime qu'en matière de duel, il n'y a point de conseil à donner. Chacun doit demeurer libre d'agir suivant son tempérament et ses aptitudes. Le seul avis que je me permette d'offrir à un ami est donc celui-ci. Non pas à la veille du duel, mais avant les pourparlers. Si je suis choisi par toi pour te représenter, j'apporterai tous mes soins à éviter l'affaire.
J'userai de tous les moyens de conciliation et ce n'est que devant l'impossibilité matérielle de faire une concession de plus que je conclurai à la rencontre. Enfin, la veille du combat, je donnerai à mon ami le conseil prudent de prendre un long repos avant de se présenter sur le terrain en pleine possession de ses avantages physiques et moraux. Tout ébranlement nerveux, toute dépression se traduisent fatalement sur le terrain par un inévitable manque de sang-froid. Il m'est bien difficile de répondre à votre troisième question car naturellement insouciant, je ne songe au duel qu'à l'instant précis où je me trouve sur le terrain. J'ignore donc totalement les angoisses de la veille, si merveilleusement décrites dans Le Bel Ami de Guy de Maupassant. Dire qu'une légère pointe d'émotion ne fasse pas battre plus rapidement mes artères avant le combat serait mentir. J'éprouve même un imperceptible serrement de cœur. Impression aussi vite disparue dès que les fers sont engagés. Il me semble alors que le danger n'existe plus et je me trouve ridicule de l'angoisse éprouvée quelques secondes auparavant. La même émotion cependant me reprendra dans les mêmes conditions à la rencontre suivante. Du premier au dernier de mes duels, ces sentiments n'ont jamais varié. Il est bien tard pour m'en corriger. J'émettais plus haut l'opinion que le duel devait toujours être une chose sérieuse. Or, les circonstances sont quelquefois plus fortes que la volonté, car je dus me battre un jour pour un motif si ridicule qu'il provoqua, à l'époque, l'hilarité de tout Paris. L'expression grecque était venue sous ma plume pour désigner un tricheur au jeu. Je reçus un beau matin un cartel comminatoire d'un vaillant Hélène, le prince Machin, qui, en sa qualité d'officier de la cavalerie royale, faisait un stage au 5e dragon à Compiègne. Un peu abasourdi, je l'avoue, j'invitai mon correspondant à me venir voir afin d'échanger avec lui de loyales explications. J'essayais de lui démontrer que je n'avais nullement eu l'intention d'offenser les fières Hélènes, et qu'au contraire je professais la plus vive admiration pour tous les descendants de Léonidas et d'Épaminondas. Je pris même un lettré et m'abritai derrière l'autorité de ce grand savant. J'expliquai à mon interlocuteur que m'étant moqué devant témoins des mollets d'un Suisse de cathédrale, jamais je n'avais reçu de provocation d'aucun habitant de la libre Helvétie. Les Polonais non plus ne m'avaient pas gardé rancune de certaines comparaisons un peu vives faites entre un de mes bons amis au naturel fêtard et les sujets du roi Auguste de célèbre mémoire. Mon lieutenant m'écoute docilement, paraît approuver mes raisonnements et me témoigne même une cordiale et spontanée sympathie. Je me levai tout heureux, la main tendue. « Et maintenant, dis-je ? » « Et maintenant, à quelle heure et à quel jour nous battons-nous » me demanda froidement mon grec entêté. Il n'y avait plus qu'à s'incliner, ce que je fis. Le lendemain, à 5 heures du matin, nous nous alignions à l'île de la Grande Jatte, et d'un coup d'épée auquel personne ne comprit rien, moi surtout, je perforai la lèvre inférieure, les gencives et la langue de mon adversaire. Edmond Le Pelletier, dans une de ses spirituelles chroniques de l'Écho de Paris, surnomma ce coup une leçon de français. Depuis lors, je me réconciliai avec mon grec, qui était bien le plus aimable et le plus galant homme qu'on pût voir, mais un peu obstiné.